Bonjour Rodolphe Solbiac. Bonjour Barbara, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zitata. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va? Eh bien, ça va bien. Pas bien en ce début d'année? En ce début d'année, oui, il y a D'accord. des perspectives intéressantes. Lesquelles? Eh bien, des travaux de recherche. Il y a beaucoup de sujets, notamment le dernier mouvement social, et puis d'autres travaux. Un grand colloque sur la question des réparations qui se tiendra en juin à Saint-Martin, auquel je vais participer. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Rodolphe? Alors, je suis Rodolphe Solbiac, martiniquais caribéen africain de Corridon, à Fort-de-France. J'ai grandi dans l'urbanité et la ruralité de Saint-Joseph du côté de mon père et du Lamentin du côté de ma mère. Donc, je pense que je connais assez bien la Martinique. La ruralité, quand tu dis ruralité martiniquaise, Mhm. du côté de Saint-Joseph, ça exprime quoi? Ça exprime un rapport à quoi? Et ça dit quoi? À la nature, à la campagne, aux fruits, aux arbres, à la rivière, euh, aller chercher l'eau à la source. J'ai connu ces pratiques-là. Et j'ai connu mon aïeul qui vivait dans une case dont le sol était en terre battue. Donc, oui, j'ai dans mon bagage notionnel et émotionnel la ruralité martiniquaise. C'est la ruralité et c'est aussi le passé. Il est présent en moi, je me souviens de tout ce que j'ai vécu. Donc le passé ne passe pas. Je ne sais pas le passé, ça fait partie encore de moi. Mais tu es aussi maître de conférences en études anglophones, habilité à diriger des recherches, donc à l'Université des Antilles. Pourquoi tu as choisi, tu fais de la recherche, et tu as évoqué tout à l'heure la recherche, pourquoi tu as choisi de faire cette voie universitaire de recherche, et notamment sur ces études anglophones? Alors, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai choisi, mais peut-être que c'était ma voie. Je pense que j'ai trouvé ma voie. Eh bien, très jeune, j'ai été dans des associations, notamment le foyer d'éducation populaire Évolution de Corridon. Donc, j'ai été concerné par la chose collective, l'éducation populaire, l'éducation permanente. J'ai été cadre technique dans le milieu du handball, joueur, arbitre, cadre technique, capitaine de mon équipe senior à 18 ans. Donc, j'ai eu des responsabilités au niveau social très jeune et j'étais un éducateur. J'ai enseigné notamment à des handicapés, entre guillemets, à des sourds. Et donc, j'ai été très jeune concerné par l'enseignement, l'éducation des personnes différentes, des personnes en marge de la société ou en difficulté. Donc, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers l'éducation et puis que quand j'ai commencé mes études universitaires, j'ai découvert la Caraïbe. Et bon, tout ce bagage, toutes ces émotions investies déjà en Martinique dans l'éducation populaire, l'éducation permanente, a rencontré une passion pour la Caraïbe et pour les questions d'émancipation en général. Précisément, donc tu es l'auteur de nombreux ouvrages, presque une douzaine, il me semble. Donc, je vais en citer quelques-uns. Le procès en réparation de l'esclavagisation des Africains, Pensée, pratique et poétique postcoloniale contemporaine, Penser et repenser le postcolonial dans le monde atlantique, Littérature des arts postcoloniaux dans l'émergence civilisationnelle caribéenne, L'émergence d'une identité caribéenne canadienne anglophone, et puis ta thèse a porté sur un auteur, enfin une personnalité, Niel Bisondat, Migration et multiculturalisme dans l'œuvre de Niel Bisondat, etc., etc. On peut dire donc que ton champ de recherche, c'est les études anglophones. Pourquoi cette appétence aussi pour le Canada et Trinidad, en fait, c'est ça? À Trinidad et Canada. Trinidad et le Canada. Oui, pourquoi? Alors le Canada accueille une communauté caribéenne relativement importante. Dans la ville de Toronto, la culture caribéenne est canadienne, puisqu'il y a le carnaval en août qui s'appelle Caribana. Et puis, bon, au moment de faire ma thèse, il me fallait choisir un champ peu étudié dans la sphère française. Et puis, bon, j'avais la possibilité de travailler sur cet auteur sur lequel il n'y avait pas encore eu de thèse. Et donc, la relation Trinidad-Canada est une relation singulière, puisqu'il y a eu une migration importante d'Indo-Trinidadiens, d'Indiens de Trinidad, vers le Canada dans les années 70 et 80.
C'était assez marquant et il y a toute une littérature autour de cela. Et d'ailleurs, cette migration a donné naissance à David Chariandi, l'auteur que je préfère, et qui est né à Toronto de parents trinidadiens et qui écrit sur les problématiques d'intégration des Canadiens nés au Canada de parents trinidadiens, les questions d'intégration, d'inclusion, d'émancipation. Donc, ce sont les problématiques qui m'ont toujours interpellé et intéressé. Culturel et politique aussi. Alors, culturel et politique. Alors, bien sûr, j'ai fait une thèse de littérature, mais mon domaine de prédilection, c'est la relation entre le texte littéraire et le social. Parce que les écrivains des sociétés postcoloniales n'écrivent pas pour amuser ou pour distraire. Ce sont des programmateurs culturels qui ont un projet de transformation sociale, un projet de répondre à des représentations et puis présenter les Caribéens tels qu'ils sont en sujet et non plus en subalterne. Donc, ils ont une mission, on pourrait dire qu'ils sont engagés, mais je dis qu'ils ont surtout une mission culturelle. Et il y a un thème donc, qui est très fort. Alors, donc, tu travailles sur la période postcoloniale que tu fais commencer quand, d'ailleurs, cette période postcoloniale? Alors, il y a deux acceptions du terme. Postcolonial est utilisé d'un point de vue historique pour identifier la période qui suit les indépendances des colonies. Bon, mais la culture postcoloniale, c'est la culture qui s'élabore à partir du début de la colonisation, quand la culture du colonisateur européen est au contact avec la culture locale. Et donc, il y a une culture hybride, une culture de l'entre-deux, une culture en négociation permanente qui s'élabore. Et cette culture est empreinte de colonialité, mais aussi de recherche d'émancipation, de tentative de sauvegarde de la tradition ancienne, mais en même temps, il y a une élaboration d'une nouvelle tradition. Donc, c'est cette culture très ambivalente, très contrastée, que un grand nombre de chercheurs de par le monde étudient. Et toi donc, tu étudies spécialement la Caraïbe. Et alors, il y a une notion aussi qui est importante, et on va le voir à travers le texte que tu as écrit après la destruction des statues de Victor Schœlcher en Martinique le 22 mai 2020, l'exigence de réparation et d'une nouvelle politique des savoirs. Donc, c'est un texte que tu as écrit en français et en anglais, puisque tu écris souvent en français et en anglais. Et alors, ce texte exprime le besoin précisément d'une nouvelle façon de lire l'histoire et de dire l'histoire, précisément, qui serait déjà une forme de réparation. Alors, bien sûr, les peuples colonisés, les sociétés dominées, pensent avec les savoirs qui ont été choisis pour eux. C'est encore le cas, c'est toujours le cas. Oui. Je vais prendre l'exemple de l'événement autour du président du Bénin l'an dernier, avec les artistes qui sont venus. Je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux. Ils rendaient les Martiniquais responsables de la situation qu'ils vivent et ils dédouanaient celui qui les avait invités. Donc, ça s'appelle une situation de violence symbolique. C'est-à-dire que ceux qui dominent définissent le cadre dans lequel l'ensemble de la population doit penser. Et les chercheurs en études postcoloniales cherchent toujours à faire voler en éclats ce cadre et à présenter de nouveaux paradigmes et à pointer ce qui n'est pas cohérent. En fait, tu dis, enfin, je vais aller vite pour emprunter peut-être un terme à Malcolm Ferdinand, que j'ai reçu d'ailleurs dans Un cœur ouvert. Il faut décoloniser les savoirs. Il faut produire de nouveaux savoirs sur l'histoire, non pas la relire, enfin, non pas la relire ou inventer l'histoire, mais la lire avec des yeux qui seraient des yeux un peu dessillés, en fait. Alors, il faut invalider certains savoirs qui ont été produits. Donc, il faut de nouveaux savoirs sur notre passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir en n'étant pas dans la production de savoirs qui ne permettent pas de résoudre les problèmes des sociétés. Parce que c'est ce qui se produit. Alors, Dubois a parlé d'ignorance blanche.
pour parler des savoirs avec lesquels on pensait en Occident, qui étaient des savoirs qui venaient de 5 pays d'Europe occidentale, produits uniquement par des hommes. Donc, aujourd'hui, en fait, depuis un certain nombre d'années, depuis les années 80 au moins, un certain nombre de savoirs sont produits, ils ne circulent pas, ils ne sont pas mobilisés par les institutions et les politiques pour agir. C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui, et c'est cette transformation que nous devons accélérer. De même... Sinon, c'est la rue qui fait. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui s'est passé le 22 mai 2020, c'est, à défaut pour les élus, notamment quand on lit ton texte, à défaut pour les élus, d'avoir pris conscience qu'il fallait aller dans ce sens-là, par exemple, renommer les rues, donner éventuellement sur l'Est Victor Schellcher, en admettant qu'on les laissait, qu'on explique effectivement, qu'on interprète finalement la vision qui est traduite à travers cette statue, etc., etc. À défaut de l'avoir fait, finalement, c'est la rue et l'impatience de jeunes notamment qui s'expriment en déboulonnant les statues, en les cassant et en faisant table rase en réalité, puisque là où il y avait Schellcher, il n'y a rien. C'est globalement cela. Je dirais que ce ne sont pas seulement des jeunes, parce que j'ai cette impatience, mais j'ai l'avantage de pouvoir écrire. Et puis, je ne dirais pas la rue, je dirais que tous les citoyens ont le droit d'agir dans la cité. Oui, mais c'est une nouvelle modalité de pensée également. Nouvelle. Bon, c'est une modalité de pensée qu'on n'a pas. Les citoyens. Le citoyen a le droit d'agir et on nous a habitués à ce que ce soit une catégorie de citoyens qui décident. Alors, un certain nombre de citoyens ont décidé que toutes les rues de Fort-de-France auraient des noms français ou européens, etc., y compris de colonisateurs. À quel moment on a permis aux autres de dire ce qu'ils voulaient y voir. Surtout que les choses évoluent en réalité. Voilà. La vie en 2025 n'est pas celle de 1960, ni même de 1946, etc. Donc c'était une mise à jour qui était demandée. Et donc dans cet ouvrage, je présente, parce que je n'ai pas inventé, je présente les modalités de production de savoir en relation avec les gens, en relation avec leurs croyances, avec leurs demandes. Donc le chercheur en études postcoloniales que je suis, avec mes collègues d'Inde, d'Afrique, d'Amérique du Sud, ce qu'on désigne aujourd'hui par les épistémologies du Sud, produisent des savoirs avec les citoyens pour leur émancipation, pas pour la reproduction des positions dominantes. Parce que c'est ça la grande bataille. Ça va jusqu'où l'émancipation? Parce que ce discours est politique, donc ça va jusqu'au au-delà pour prendre. Je produis les savoirs, mais le chercheur n'agit pas. D'accord. Il produit les savoirs, il apporte des éléments qui contribuent au débat, qui font avancer le débat pour permettre aux gens de prendre des décisions collectivement, c'est-à-dire les élus, les institutions, la haute administration. Parce qu'un pays se transforme quand ceux qui travaillent dans la haute administration agissent en utilisant les savoirs produits qui sont disponibles. Tout à l'heure, tu disais que les événements actuels, donc liés à la vie chère, donc l'expression de la contestation, tu travaillais sur ces choses-là? Tu travaillais sur cette dernière période? Alors, je l'observe et je réfléchis dessus. La modalité d'action témoigne quand même de l'échec du modèle de notre société. Si aujourd'hui, des Martiniquais éprouvent le besoin de dénommer leur organisation Airprac, rassemblement pour défendre les intérêts des afrodescendants, c'est que les intérêts des afrodescendants sont piétinés et foulés aux pieds. Alors j'en profite pour dire, justement, dans le changement de perspective, que dans les mouvements sociaux, les militants, les manifestants n'activent pas la race. Il faut rappeler que la race est activée en permanence. Notre société est une société structurellement raciste, la matrice est raciste. Et donc, les dynamiques qui se reproduisent, on est dans la reproduction culturelle, les dynamiques de pouvoir économique et politique qui se reproduisent, ce sont des dynamiques qui marginalisent le non-européen, le non-blanc. Donc, c'est ce dont témoigne l'investissement et l'émergence de ce genre de groupe. La suite pour toi, c'est quoi?
La suite. La suite, pour moi, c'est toujours continuer à produire des savoirs et les faire circuler, Oui. apporter une contribution au débat, pointer les impasses de la pensée pour permettre aux citoyens d'agir en ayant à sa disposition un certain nombre de savoirs décolonisés qui vont permettre la transformation sociale et un autre lien social et un autre vivre ensemble. Le mot de la fin, ce serait quoi, Rodolphe Solbiac? Le mot de la fin. Le mot. Réparation. Ce sera pour une autre rencontre. Merci beaucoup, Rodolphe Solbiac. Merci, Barbara.